Bonjour à toutes et à tous. Nous avons la chance d'avoir le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il ne faut jamais oublier l'espace, un milieu important. Le général Stéphane Mille. Donc, juste avant de commencer ce dialogue, on va lancer un petit film sur les 90 ans de l'armée de l'air. Merci à vous. Moi, je me lève. Je suis née des rêves de pionniers. J'ai grandi au fil des conflits armés. Forte de mon histoire, je me suis forgé une identité et des traditions propres. Je me suis construite grâce à des valeurs partagées par celles et ceux qui me servent. Le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. En phase avec les évolutions technologiques, j'ai su m'adapter avec des équipements toujours plus performants. Au quotidien, je protège les Français, à l'intérieur de nos frontières et au-delà, en surveillant l'espace et la situation aérienne du territoire national, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En patrouillant sur des sites sensibles, en menant des missions de sauvetage sur terre et en mer. Sans faillir, je mets en œuvre la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire pour défendre les intérêts vitaux de la nation. Je suis capable d'intervenir et de projeter des moyens vite et loin et donner ainsi une grande liberté d'action à nos décideurs politiques. Je peux secourir la population après un ouragan, évacuer des ressortissants d'un pays plongé dans le chaos ou participer à des missions de réassurance de l'OTAN. Mes femmes et mes hommes sont régulièrement déployés en opérations extérieures, comme au Levant, avec l'opération Chamaï, où ils sont engagés dans la lutte contre Daesh. Les différents capteurs de renseignement me permettent d'obtenir une information fiable, indispensable avant tout engagement. Dans un monde où la compétition et la contestation se durcissent, j'ai pris en compte l'importance du champ des perceptions et la nécessité de l'investir. Comme j'ai investi le terrain de la jeunesse, en créant les escadrilles Air Jeunesse. Aujourd'hui, 43 000 aviateurs, dont 24% de femmes, portent mon uniforme. Experts de la troisième dimension et du milieu spatial, ils mettent inlassablement leur passion et leur engagement au service de leur pays. Et j'en suis fière. Voilà, vous connaissez tout de moi, de mes missions et de ceux qui portent mes ailes. Je suis l'armée de l'air et de l'espace et je veille sur vous. Waouh! C'était beau. J'ai toujours des frissons. Alors justement, l'armée de l'air ne cesse de se renouveler. Malgré ses 90 ans, ça reste une armée jeune. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des dernières performances opérationnelles de l'armée, de ses interventions, notamment en France? Je pense que tout le monde dans la salle a entendu les dernières interventions, mais en tout cas, moi, je voudrais insister sur une mission que nous venons de réaliser qui est assez exceptionnelle par son ampleur. C'est le déploiement des forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Pour une fois, on ne va pas parler d'avions de chasse, mais on va plutôt parler de l'aviation de transport. Et ce que nous avons fait à l'occasion de ce déploiement est purement exceptionnel. Pas en termes de nombre de décollages, de nombre de missions, mais en intensité de la mission, c'était quand même assez extraordinaire et en tout cas très loin de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. 1 million de kilomètres parcourus, déploiement de 1800 personnels, de plus de 200 tonnes de matériel sur la Nouvelle-Calédonie, le tout en moins de 12 jours. Le premier décollage, moins de 48 heures après le top départ, mais avec des chiffres que vous devez tous avoir en tête. Un aller en Nouvelle-Calédonie, c'est entre 24 et 26 heures en MRTT. 24 et 26 heures avec 2 équipages qui partent, qui font leur mission, donc 3 jours aller-retour. En A400M, c'est entre 45 et 72 heures la mission pour aller en Nouvelle-Calédonie.
Et si vous voulez faire l'aller en 45 heures, il vous faut mobiliser 4 équipages. 3 qui partent dans la 400M le premier jour et un que vous projetez sur la dernière étape et qui reprennent l'avion à Honolulu, en l'occurrence. Voilà. Ça, c'est la réalité de ce que nous avons mis en place, parce que bien évidemment, quand la situation se dégrade en Nouvelle-Calédonie et que le seul moyen de mobilité sur l'île, c'est l'hélicoptère, une des priorités, c'est de projeter des hélicoptères. Voilà. Il y en a sur place, il y en a quelques-uns sur place, mais pour faire face à la situation, il fallait projeter des hélicoptères. Donc les premiers A400M sont partis avec 4 équipages, de manière à livrer au plus vite des moyens de mobilité indispensables. Voilà. Et puis quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, évidemment, il n'y a plus de carburant. Faire voler des hélicoptères, faire voler des avions alors qu'il n'y a plus de carburant sur l'île, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et là encore, c'est bien la puissance aérienne qui permet de pallier ce genre de choses. Nous avons mis en place un pont aérien depuis l'Australie pour défueler du carburant tous les jours pour pouvoir garantir la mobilité avec les hélicoptères des FSI. Voilà. Donc c'est quelque chose, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais répondre à des questions s'il y en a, mais que ce soit l'organisation même de ce pont aérien qui est assez extraordinaire. Vous aviez 8 MRTT qui étaient en permanence dans la boucle. Et dès qu'il y en a un qui décollait de Honolulu, il y en a un qui était annoncé, qui se posait pour continuer le petit train. Voilà, 8 MRTT qui tournaient. Il y a une dizaine d'A400M qui sont partis pour amener du matériel. Voilà la réalité de ce pont aérien, encore une fois, qui est assez unique en termes d'intensité et de mobilisation, notamment des personnels de l'armée de l'air et de l'espace. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on a un peu communiqué, mais pas tant que ça. Et il faut que vous le sachiez, vous qui êtes des experts de l'emploi de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. On va continuer sur les 90 ans de l'armée de l'air et de là où est arrivée évidemment l'armée de l'air et de l'espace. Michel, je peux rajouter juste un petit élément en tant qu'affaire, puisqu'on est entre nous. Si on a été capable de faire ça, c'est aussi parce que depuis 3 ans, nous faisons régulièrement ce que l'on appelle les missions Pégase. D'accord ? Mission Pégase, où on déploie la puissance aérienne de l'autre côté de la planète, on va dans la zone Indo-Pacifique, où on est un effecteur de la stratégie Indo-Pacifique de la France. Et on le fait de manière régulière maintenant depuis 3 ans. Ça nous a permis quelque part de connaître la zone, de créer des contacts dans la zone. Je peux vous garantir que quand il faut faire une manœuvre comme on l'a faite, c'est beaucoup plus simple quand dans le téléphone du chef d'état-major, vous avez le numéro de PACAF, hein, le commandant Pacifique américain, quand vous avez le numéro du chef d'état-major de l'armée de l'air australien, quand vous avez, etc. Sur les heures d'ouverture des plateformes, ça a été essentiel de pouvoir rapidement lever un certain nombre de restrictions qui étaient naturelles pour eux, mais qui pour nous mettaient le pont aérien en difficulté pour garantir le rythme que j'ai évoqué avec vous. Voilà. Et tout ça, c'est bien Pégase qui nous permet de connaître les points d'appui dans la zone, de nouer des amitiés qui nous permettent de débloquer des situations. Et donc Pégase, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment un marquant aujourd'hui de notre capacité opérationnelle à opérer de l'autre côté de la planète. Et il faut qu'on continue, et ça tombe bien, puisque Pégase 24 démarrera dans quelques jours, puisque les décollages des appareils sont prévus le 27 juin. 27 juin, avec une dimension particulière sur ce Pégase 24, une dimension, j'allais dire, multinationale, avec 2 trajectoires. Une trajectoire par l'ouest, avec les Allemands et les Espagnols, qui nous amènera pour faire un exercice majeur en Alaska sur le chemin de l'Australie, et puis un déploiement par l'est avec les Britanniques, hein, qui nous amènera au travers des Émirats arabes unis, de l'Inde, jusqu'en Australie, le tout pour faire l'exercice Pitch Black en Australie, avec un certain nombre de nations que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Et donc c'est évidemment quelque chose qui est important pour garantir l'interopérabilité des armées de l'air, mais on y reviendra, j'imagine, dans quelques instants. Voilà. Exactement. On entend souvent une petite musique en disant que l'armée de l'air et de l'espace a choisi la polyvalence au détriment de la spécialisation, et ce qui sous-tend
message plutôt négatif, je dirais, et vous avez démontré avec votre réponse tout à l'heure que les performances de l'armée de l'air n'étaient pas du tout entamées, mais ce petit message qui dit que finalement les avions, les appareils de l'armée de l'air, que ce soit le Rafale, le MRTT, sont des avions polyvalents, ils sont bons, mais ils ne sont pas excellents par rapport à des avions spécialisés. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Si je reviens sur l'exemple qu'on a cité, c'est bien parce qu'on a fait le choix de la polyvalence avec le MRTT, c'est parce qu'on a fait le choix de la polyvalence avec la 400M, et quand on fait Pégase, c'est aussi parce qu'on fait le choix de la polyvalence avec notre Rafale, qu'on est capable de faire ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est un choix qui a été fait il y a quelques années, vis-à-vis effectivement d'eux. Le vrai sujet, encore une fois, c'est de ne pas profiter de la polyvalence pour réduire les cibles. C'est un peu ça le sujet. Mais le fait qu'un appareil soit capable de jouer sur l'ensemble du spectre, on est capable de se reconfigurer très très rapidement. Je veux dire, quand il y a un besoin qui naît de l'autre côté de la planète, moi j'ai un MRTT qui n'est pas très loin, je peux très bien le dérouter pour faire la mission. Il est capable soit de basculer en version logistique, soit en version transport de Pax, ou etc. Et donc on est capable de faire beaucoup de choses avec la polyvalence. Donc pour moi, ça n'est pas un handicap, la polyvalence. Bien au contraire, c'est plutôt une force, c'est un atout pour l'armée de l'air et de l'espace. Dès lors, encore une fois, qu'on n'en profite pas pour réduire, parce que le problème de la polyvalence, c'est que ça n'est pas l'ubiquité. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, il y a des choses qui peuvent se passer en même temps. Voilà, en même temps. Et on peut, exemple type, si sur les deux extrêmes, j'allais dire, de la puissance, on devait monter la puissance nucléaire et notre posture de dissuasion, il est probable qu'en même temps, la posture permanente de sûreté aérienne viendrait à être renforcée sur le territoire national. Et donc la polyvalence, si c'est le même appareil, et en l'occurrence c'est le même appareil qui fait les deux missions, elle nécessitera d'avoir les moyens de la PPS renforcés en même temps que les moyens de la dissuasion renforcés. Voilà. Donc c'est bien ça le sujet. Alors on est aujourd'hui dans un monde qui a changé, avec des menaces qui sont différentes. Comment faites-vous le choix, alors justement pour revenir sur les questions de polyvalence, entre des matériels low cost, faciles à produire et qu'on peut faire en grande quantité, et des matériels dont le développement est beaucoup plus long et la technologie beaucoup plus exigeante? J'allais dire que ça c'est vraiment un équilibre. Alors si j'osais, même si je connais les gens dans la salle, je dirais le low cost, j'en vois pas beaucoup. Hein. Le medium cost peut-être, mais le low cost, j'en vois pas beaucoup. Mais ceci étant, je pense que c'est un équilibre. Alors on parlait effectivement de quantité versus qualité quand j'ai fait ma vision stratégique il y a 3 ans. Ensuite on a parlé de high-low mix, on a parlé de armes d'endurance et puis armes de décision. On a parlé, donc il y a tout un tas de termes, mais on tourne toujours autour de la même idée. Autour de la même idée. Quand la guerre dure, il faut pouvoir durer avec des armements qui ne sont pas excessifs. Et c'est un sujet, évidemment, que l'on voit en permanence, que l'on voit en Ukraine, que l'on voit en mer Rouge, quand les drones doivent être interceptés par un certain nombre de forces qui sont engagées dans la zone. Je veux dire, il y a un moment donné où quand un drone à quelques dizaines de milliers d'euros nécessite l'utilisation d'un missile à plusieurs millions d'euros, c'est très bien, ça marche, et tant mieux. Et accessoirement, on a quand même des matériels qui sont extraordinaires. En tout cas, moi, dès que je vais dans un pays où on a fait de l'export, j'ai toujours un satisfecit de la part de mes homologues. Donc on a du matériel extraordinaire. En revanche, on a un delta de coûts qui fait que si nous devions nous engager dans la durée, ça, à mon avis, ça serait très compliqué. Donc il faut bien qu'on balance entre des armements low cost, si on peut, et puis effectivement des armements beaucoup plus high-tech qui nous permettent de prendre le haut du spectre des menaces et qui nous permettent, si on le veut, d'emporter la décision plus rapidement. Parce que c'est aussi un sujet. En termes d'aviation de combat, le plancher de vol, entre guillemets, si j'ose dire, c'est 185 avions, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ce qui a été raffirmé dans la loi de programmation militaire. Donc aujourd'hui, oui, c'est ça l'objectif
de la construction du modèle de l'armée de l'air et de l'espace, et 185 avions pour l'armée de l'air et de l'espace, auxquels s'ajoutent les moyens de l'aéronaval. On va parler des nouvelles menaces et des évolutions induites évidemment par ces nouvelles menaces pour l'aviation de combat, avec les rétextes, les retours d'expérience de différents conflits, que ce soit l'Ukraine, que ce soit peut-être Gaza, que ce soit aussi le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Est-ce que vous avez le sentiment, la conviction aujourd'hui que l'aviation de combat a un rôle à jouer dans un conflit de type ukrainien, d'un conflit de haute intensité, avec évidemment les défenses solaires, le brouillage, les drones qui sont omniprésents? Est-ce qu'aujourd'hui l'aviation de combat traditionnelle, je dirais, a un rôle à jouer? Ah, mais j'en suis plus que persuadé, sinon je ne serais pas à mon poste. Et j'en suis plus que persuadé. Je pense que c'est bien parce qu'il n'y a pas eu d'engagement d'une vraie composante aérienne, d'une vraie manœuvre aérienne en Ukraine, qu'on en est encore dans la situation où on est. Et certains l'ont bien compris, même si probablement ils idéalisent un certain nombre de choses. Il n'y a qu'à avoir la ferveur aujourd'hui du président Zelensky pour obtenir des moyens de renforcer sa supériorité aérienne, que ce soit au travers des systèmes de défense solaire ou des avions de chasse. D'accord ? Donc, dans chaque discussion que nous avons avec lui, il est en permanence en train d'appeler de ses voeux la constitution de cette capacité qui est indispensable pour lui. Alors, il y a un peu du symbolique là derrière, mais il y a aussi et surtout la nécessité de garantir la supériorité pour pouvoir protéger mieux les troupes qui sont engagées au sol. Alors justement, dans une composante aérienne qui reste importante pour affronter les conflits de demain, quelles sont les évolutions de la composante aérienne qu'on a en France, donc du Rafale, ou bien les nouvelles évolutions avec le Neuron ou des drones alliés? Là, il nous faut une journée complète pour parler de l'évolution du modèle. Mais c'est parfait, ça. Ah, je vois, on a 32 minutes. Non. On a aujourd'hui engagé une modernisation. En fait, j'allais dire, c'est une modernisation permanente de l'armée de l'air et de l'espace. On vient de voir le film des 90 ans. Quelque part, quand on voit le chemin parcouru en 90 ans, on peut se dire qu'on a modernisé l'armée de l'air et de l'espace tous les ans depuis 90 ans. Voilà. Et donc on continue évidemment à penser que nous faut-il comme outil pour demain. Et vous l'avez cité, mais aujourd'hui le modèle, il passe par une amélioration successive des standards du Rafale pour le faire rentrer petit à petit dans le monde du combat collaboratif, de la connectivité, etc. Donc ça c'est vraiment le sujet numéro un. J'allais dire c'est la nécessité de court terme. Voilà. Les évolutions du Rafale, le drone de combat qui est en train également de monter en puissance, et puis ça on est en train de parler Rafale F5 UCAV à l'horizon de 2030-2035, et puis ensuite il faut raisonner parce que le travail c'est un travail de longue haleine. La définition d'un outil de combat comme celui de l'armée de l'air et de l'espace, c'est un outil qui se construit sur plusieurs décennies. Et donc, on est bien obligé de commencer à travailler sur les années 2040, 45, 50. Et c'est évidemment l'après, le SCAF, qui est aujourd'hui dessiné derrière cet horizon temporel. Et le SCAF, c'est quoi ? C'est finalement la totalité de ce que l'on voudrait dès aujourd'hui, mais qu'il nous faudra encore quelques années pour construire, avec une plateforme pilotée furtive, avec des drones d'accompagnement, avec un cloud qui permet d'échanger là-dedans. Voilà, c'est la totalité de... Je n'oublie pas évidemment qu'aujourd'hui, il nous faut travailler en toute discrétion, il nous faut travailler avec les satellites, il nous faut travailler avec les autres armées, il nous faut travailler avec les forces spéciales, il nous faut travailler avec le cyber, il nous faut travailler, etc. Et donc tout ça, c'est bien ce que l'on veut intégrer quelque part nativement dans le SCAF à l'horizon 2045. Justement, dans le SCAF, une petite parenthèse avant d'aborder évidemment le volet spatial et la très haute altitude. Sur le SCAF, aujourd'hui, vous êtes aligné avec vos partenaires, j'imagine, espagnols et allemands. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des travaux de la phase 1B et qui vont aller vers la phase 2 ? Où en est-on et qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a un an, quand nous étions rassemblés ici, j'avais dit qu'on venait de relancer le process après quand même quelques mois difficiles d'arrangement plutôt de nature industrielle, etc. Ce que je peux dire, c'est que depuis un an, le calendrier, il avance de manière nominale. Et les travaux avancent proprement entre les industriels et les opérationnels, etc. Et quelque part, je n'ai pas de crainte sur l'atteinte des jalons qui nous permettront de prendre un certain nombre de décisions, cette fois, je ne vais pas dire définitives, mais importantes pour l'aviation de chasse en 2025. Voilà, c'est le début de la phase 2 qui est attendue pour cet horizon. Et donc aujourd'hui, ça travaille très bien et ça avance très bien. Et je peux vous dire que ce soit les Allemands, les Espagnols et les Français, globalement, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, comme dans tout ménage, il y a des accrochages. On a plutôt, nous on voudrait plutôt ça, nous on voudrait plutôt ça, mais globalement ça avance très bien et on passe les jalons les uns derrière les autres sans difficulté majeure. Donc c'est plutôt très satisfaisant en termes de conduite du programme. Décision définitive attendue à quel horizon? C'est 2025. C'est 2025. Alors il y a un premier jalon qui est attendu au cours de cet été, mais la vraie décision c'est 2025. Alors, on va revenir sur les nouveaux environnements qu'atteint aujourd'hui l'armée de l'air, et notamment les questions de sécurité cyber et le spatial. Sans oublier la très haute altitude sur laquelle l'armée de l'air essaye aussi de se placer. Alors, quelles sont les conséquences, quels sont les développements qui sont en cours, et comment vous voyez ces nouveaux champs de bataille? Alors, l'espace, on le porte désormais dans notre nom, et donc forcément, c'est quelque chose qui concerne tous les aviateurs aujourd'hui. Voilà. Je veux que tous les aviateurs, notamment les officiers, aient tous un vernis spatial dans leur formation. C'est désormais prévu dans leur cursus. Au-delà de ça, c'est bien évidemment toute la montée en puissance du commandement de l'espace qui aujourd'hui nous occupe. Pour là aussi 2025, une année qui sera importante pour l'armée de l'air et de l'espace, avec l'inauguration du bâtiment à Toulouse et l'installation définitive et complète du commandement de l'espace à Toulouse, avec le centre d'excellence de l'OTAN qui sera juste à côté. Donc ça, on est en ligne, ça avance. Le vrai sujet aujourd'hui pour moi, c'est de mettre en œuvre concrètement le principe de défense active sur les orbites, principe de défense active qui veut qu'on soit capable de lancer un satellite particulier. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de trouver le lanceur qui va nous permettre de le lancer au plus vite. Et donc là, c'est le vrai sujet de préoccupation pour moi, mettre en œuvre cette capacité au plus vite dès que le satellite sera prêt. Mais vous avez un lanceur là aujourd'hui? Alors j'en ai un, mais je n'ai pas forcément de place sur le lanceur en question. Et donc c'est bien le sujet des discussions aujourd'hui, c'est de trouver le meilleur lanceur le plus tôt possible pour pouvoir envoyer notre petit satellite Yoda selon son nom consacré. Sur la très haute altitude, oui. L'armée de l'air s'est emparée du sujet. Elle le connaissait déjà, évidemment, mais elle s'en est emparée avec l'actualité. Évidemment, on se rappelle évidemment des ballons chinois dans le ciel américain. Aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie sur la très haute altitude? Alors, juste, il était naturel que l'armée de l'air s'y intéresse, puisque c'est quand même l'extension par le haut de l'espace aérien et c'est l'extension par le bas des orbites. Donc ça tombait sous le sens que l'armée de l'air s'y intéresse. Deuxièmement, sur le plan du calendrier, on s'y est intéressé avant le ballon chinois au-dessus des États-Unis, puisqu'on avait fait un colloque sur le sujet avant. Donc on avait presque deviné que ça allait devenir un sujet très sensible. Après, si je devais résumer cette tranche d'altitude entre 20 et 100 km, c'est une tranche d'altitude qui a été globalement délaissée pendant des décennies d'aéronautique. Délaissée, pourquoi? Parce que c'est compliqué d'y aller, parce que techniquement, c'est plus compliqué de faire voler des moteurs dans cette tranche d'altitude. Donc il y avait quelques essais dans la zone, mais pas grand monde s'y intéressait. Et puis, la technologie évolue, et puis les ballons évoluent, et puis les drones solaires évoluent, et puis on se dit que concrètement, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont essayer de se mettre là. D'autant qu'un des sujets étant la discrétion, à défaut de la furtivité, au moins la discrétion, comme c'est une tranche d'altitude qui est peu utilisée depuis l'origine de l'aéronautique, elle est peu surveillée.
peut surveiller. Donc quand on vole dans cette tranche d'altitude, on peut être plus discret, pratiquement sans rien faire. En tout cas, on est moins susceptible d'être vu par les uns et par les autres. Voilà. Et donc forcément, naturellement, pour nous, c'est un domaine à la fois qui est intéressant et qu'il faut prendre en compte pour se protéger, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui vont l'exploiter. Et puis c'est aussi un domaine qui est intéressant pour nous, quand on veut aller sur une opération. On peut très bien vouloir plutôt se mettre dans cette tranche d'altitude plutôt que d'être détecté dans la tranche inférieure. Mais la couverture des ballons, de ces ballons est compliquée à détecter, ou c'est vraiment juste une question de mettre le focus sur cette menace? Ce qui est sûr, c'est que nos radars, si on les cale bien, si on met un certain nombre de filtres, on enlève un certain nombre de filtres, permettent d'aller voir bien plus haut que la tranche des 20 km, qui est celle que l'on surveille aujourd'hui. Voilà. Donc c'est bien une adaptation. Voilà. Après, on ne va probablement pas jusqu'aux 100 km avec nos radars, mais on est capable de prendre la partie basse de cette tranche d'altitude, qui est la première qui va être exploitée, à partir de moyens que nous avons déjà. Voilà. Alors pour en revenir à des questions plus classiques, quelles sont les coopérations opérationnelles ou les besoins en capacité que vous voyez venir dans les années à venir? Alors on parle de drone MAL, on parle aussi d'évolution dans les satellites, des évolutions dans la connectivité avec les nouvelles constellations. Quelles sont les priorités pour l'armée de l'air? Vous en avez cité un certain nombre. Moi, je dirais que la première des nécessités, et c'est pour ça que je suis assez adepte des réflexions avec plusieurs pays partenaires, c'est l'interopérabilité. Je l'ai cité en introduction, mais savoir travailler avec des pays partenaires, c'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui. On n'a qu'à voir le nombre de vecteurs qu'il faut aligner pour pouvoir imaginer un combat de haute intensité. 185 avions de chasse ne suffiront pas sur un combat de très haute intensité. D'accord ? Donc c'est bien un travail collectif, et nos alliances sont là pour ça, qui sera nécessaire. Si on n'est pas capable d'échanger entre nous, je veux dire, on va quand même perdre beaucoup d'efficacité dans l'emploi de l'armée aérienne. Donc pour moi, c'est un prérequis absolument indispensable. Et donc ça passe par des technologies qui sont compatibles les unes des autres, parce que ça c'est aussi un des sujets. Ça passe par des entraînements communs. Et donc il faut qu'on continue à travailler, et c'est en permanence à remettre l'ouvrage sur le tapis pour garantir cette capacité. Voilà. Et donc je m'escrime à faire des exercices interalliés, à faire des exercices où on est engagé aux côtés de nos alliés pour pouvoir garantir ça le jour J. Après, sur les technologies, j'allais dire les plus... En tout cas, celles que je vois personnellement, et peut-être que demain me donnera tort, hein, mais on ne peut pas se détourner de l'hypersonique, on ne peut pas se détourner, on a parlé du spatial, mais évidemment, aujourd'hui, le spatial, c'est quand même un champ de possibilités ouverts qui est extraordinaire. Et donc, il faut qu'on continue à investir ce domaine, à être beaucoup plus rapide, beaucoup plus innovant, beaucoup plus agile. Et là encore, les qualités de l'aviateur, elles s'exploitent évidemment dans ce domaine-là. Donc, il y aura toujours un pilote dans l'avion? Dans le satellite, probablement pas, mais il y aura toujours quelqu'un, effectivement, pour prendre des décisions à un moment donné. En tout cas, je le recommande. Je le recommande. Mais voilà, le spatial, pour moi, est vraiment un secteur de croissance et de progrès de l'efficacité opérationnelle des armées françaises qui est majeur. Donc, on a parlé de l'hypersonique, on a parlé de tout ce qui est connectivité, donc, pour garantir l'interopérabilité. La connectivité, on a l'impression que c'est simple. C'est pas si simple que ça. Surtout avec des mobiles qui évoluent dans le ciel, à des vitesses, etc. C'est pas si simple que ça, mais ça emporte tout un tas de besoins. Quand on fait le choix d'aller travailler sur des constellations pour les communications, c'est aussi parce que
pour faire de la connectivité entre un certain nombre de vecteurs, une constellation, c'est pas mal aussi. Voilà. Et donc, mais il faut qu'elle soit sécurisée, et puis il faut surtout que la constellation Iris-Square, dont la précédente table ronde a parlé, soit lancée. En tout cas, le programme. mais je l'appelle de mes voeux, mais oui, c'est absolument. Mais on a fait un pari, effectivement, dans la loi de programmation militaire. Ce pari, il faut qu'on arrive à le gagner. Voilà. Et on a les leviers en main. Il faut que collectivement, les Européens gagnent ce défi-là pour pouvoir lancer cette constellation, dont toutes les armées de l'air en particulier, mais pas que les armées de l'air, hein, toutes les armées vont avoir besoin. Vous en parlez régulièrement avec vos homologues, ou c'est quelque chose qui leur passe, si je puis me permettre, au-dessus de la tête? Alors en fait, la structuration, alors ils ont conscience de la nécessité de travailler et d'intégrer, de travailler avec le domaine spatial. Après, les armées se construisent et les segments spatiaux se construisent en ce moment. Et tous les chefs d'état-major de l'armée de l'air ne sont pas en charge du secteur spatial dans leur pays. Donc c'est encore en train de se structurer. Je note que l'exemple français est assez séduisant pour de nombreux pays, mais ils n'ont pas encore tous fait le chemin pour pouvoir rapprocher l'espace de la troisième dimension. On a parlé quand même pas mal d'espace. Je voudrais aborder le thème des drones mâles, les fameux drones mâles. Est-ce que vous êtes satisfait? En tout cas, bon, aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace a des Reapers, mais ça manque un peu d'autonomie stratégique, si je puis me permettre. Est-ce que finalement, ce segment de drones est satisfaisant dans l'armée de l'air et de l'espace, et plus généralement dans les armées? Ça dépend pourquoi faire. Ça dépend pourquoi faire. Je veux dire, quand on avait une opération antiterroriste au Sahel, le Reaper apparaissait comme l'alpha et l'oméga de l'opération en question. On bascule d'opération, de priorité. C'est sûr qu'un drone type Reaper, l'Euromal demain, ne sera pas au-dessus du champ de bataille de la très haute intensité. C'est sûr et certain. Je vous le dis tel que je le pense. Mais tout ne sera pas très haute intensité dans les engagements militaires et dans les engagements de l'armée de l'air et de l'espace. Donc il y a de la place pour des drones de type mâle pour pouvoir faire un certain nombre de choses dont nous aurons besoin, ne serait-ce qu'en termes de relais, ne serait-ce qu'en termes d'observation, ne serait-ce qu'en termes de... etc. Et donc il faut qu'on ait cette capacité dans le stock des capacités de l'armée de l'air et de l'espace. Alors justement, pour parler des capacités de demain, quelles sont les évolutions que vous voyez comme étant prioritaires pour l'armée de l'air, notamment pour l'aviation? Alors on a parlé du SCAF, mais évidemment aussi des choses qui sont un peu annexes, l'intelligence artificielle, l'usage du laser, le recours à l'hypersonique, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution à court, à moyen ou même à long terme, et même comment vous arrivez à les déterminer aujourd'hui? Alors, on a parlé effectivement du SCAF. Je voudrais aussi insister sur la défense solaire, qui est une des priorités de la loi de programmation militaire. Je rappelle qu'il est prévu, d'ici 2030, de renouveler 100% de la capacité de défense solaire, de la capacité de l'armée de l'air. Donc c'est quand même un effort qui n'a jamais été réalisé en faveur de la défense solaire. Donc l'aviation, c'est une chose, la défense solaire, c'en est une autre, et les deux participent à la supériorité aérienne. Donc il ne fallait pas travailler uniquement sur un segment, on a besoin de la totalité. Donc ça, pour moi, en termes de matériel, et puis je pourrais évidemment passer un peu de temps à vous parler de la loi de programmation militaire, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, la défense solaire, c'est vraiment aussi quelque chose que l'on doit consolider dans le modèle. L'espace, on en a parlé. On a parlé, alors l'intelligence artificielle, évidemment, c'est un facteur potentiel de révolution qui est incroyable, y compris dans les armées. Je me rappelle, il y a 3 ans, quand j'ai pris mes fonctions, on a fait notre premier comité stratégique chez Michelin pour parler de révolution, transformation numérique, etc. Et depuis, j'ai demandé à la DRHA de s'investir là-dedans de manière à commencer à former nos personnels, nos officiers,
de manière à avoir une capacité interne militaire, hein, et puis, même si on n'aura pas la puissance de ce que l'on peut trouver à l'extérieur des armées, mais je veux des spécialistes qui soient capables, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, de prendre ce genre de dossiers en main et de pouvoir les orienter pour le meilleur usage pour nous. C'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique, c'est etc. Et tous ces domaines-là, on doit les intégrer. À court terme, l'ambition de l'armée de l'air, c'est de faire des cas d'usage les plus pragmatiques possibles, les plus visibles pour que l'aviateur voit ce que ça peut lui amener au quotidien. Mais c'est bien en voyant ce que ça peut lui amener qu'il prendra goût à cela et que quelque part on va générer une dynamique positive pour le mettre en service au sein de l'armée de l'air. Et vous avez déjà des retours d'expérience des pilotes qui sont entre guillemets un peu dopés à l'IA ou pas? Alors non, en fait, les premiers cas d'usage qu'on est en train de faire, c'est l'adaptation des parcours de formation, hein, pour les élèves pilotes de chasse. On a un cursus qui est validé depuis des années, où on sait qu'on doit faire 12 missions de voltige, 14 missions de formation, etc., etc. Mais on se rend compte que chaque individu est unique et que certains apprennent très vite, d'autres apprennent plus lentement. Et sur un parcours de formation qui dure quand même plusieurs années, on est capable d'adapter à chaque individu sa formation idéale. En tout cas, c'est ce que l'on espère, et c'est le premier cas d'usage que l'on va mettre en place là cet été, hein, au travers de plateformes qu'on a acquises et qui sont en place à Mont-de-Marsan. Voilà. Ça, c'est le premier cas d'usage. Et puis ensuite, il y a tout un tas de cas d'usage qu'on est également en train de développer, mais le premier, ça sera sur la formation des pilotes de chasse. Parmi les capacités peut-être de demain ou même d'après-demain, est-ce que ça vous paraît utile d'avoir un avion spatial? En tout cas, il faut toujours penser à tout et ne jamais rien écarter. Et il y a des choses qui peuvent ne pas apparaître comme une priorité aujourd'hui et qui, dès demain matin, vont être éclairées d'une nouvelle manière. Et donc, il ne faut surtout pas écarter l'idée. Au contraire, moi, j'aurais plutôt tendance à recommander d'y travailler un peu. Moi, je remarque qu'on a beaucoup parlé du matériel. On n'a pas beaucoup parlé du militaire lui-même. Est-ce que demain, l'armée de l'air sera une armée sans pilote, ou bien le pilote sera différent? Est-ce qu'il sera dans son avion ou est-ce qu'il sera ailleurs? Est-ce que sa troupe, ce seront des drones ou est-ce que ce seront des gens au sol? Comment vous voyez cette évolution et est-ce que vous allez changer vos recrutements pour vous adapter justement à ces nouveaux besoins? Alors ça, c'était le troisième axe de mon plan stratégique, c'était les ressources humaines. Et justement, l'idée était de lancer des réflexions sur c'est quoi l'aviateur de demain? C'est quoi nos besoins de recrutement? C'est quoi la formation qu'on doit lui donner? Parce que ça évolue tellement rapidement que finalement, si on se base sur le modèle à l'instant T pour définir le cursus de formation, le temps qu'il arrive en unité, c'est autre chose qui sera en service. Donc il faut qu'on regarde exactement quelles sont les qualités que l'on attend de l'aviateur. Après, sur les métiers de l'armée de l'air et de l'espace, je vais dire, il y aura tous les métiers, mais peut-être effectivement, il y aura des changements en termes de volume. Et il est probable qu'il y aura plus de drones demain qu'il n'y en a aujourd'hui. Ne serait-ce qu'on en a parlé tout à l'heure, avec l'UCAV qui va arriver, on aura une augmentation mécanique du nombre de pilotes de drones pour les faire voler. Donc oui, il y aura des mouvements à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il y aura de fermeture de capacité, parce qu'encore une fois, on a toujours besoin d'un vecteur piloté, on aura besoin de drones, on aura besoin de défense solaire, on aura besoin de... etc. On a déjà, dans l'armée de l'air, développé les états-majors, j'allais dire, en arrière du théâtre d'opération, hein, puisqu'on fait beaucoup de choses depuis Lyon en termes de commandement de la puissance aérienne. Et donc, oui, on modifie, on transforme, on utilise les technologies pour faire des choses
qui nous paraissait impossible il y a quelques années, et pour autant, aujourd'hui, on est capable de le faire. J'ai une dernière question avant de passer la balle à la salle. Est-ce que vous avez des signaux faibles qui identifient de nouvelles menaces pour l'aviation? De combat, évidemment. Vous pouvez préciser ce qu'il y a derrière? Non, j'ai pas de cas précis, mais est-ce que, en fait, quels sont les scénarios sur lesquels vous basez pour combattre les nouvelles menaces au regard de des rétex que vous avez? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des bulles de défense aérienne qui sont de plus en plus difficiles à pénétrer. Et donc le travail qui est fait pour nous, c'est bien de trouver les moyens de garantir la pénétration dans ces espaces fortement défendus. Voilà. Donc ça, c'est déjà une réalité. Ce qui se passera demain, c'est que chacune de ces bulles sera connectée à l'autre. Et avec les bulles aériennes qui seront elles aussi connectées aux premières. Et donc on va rentrer dans quelque chose qui va se consolider. À nous de trouver les moyens de rentrer là-dedans. Voilà. Donc pour moi, la vraie menace, c'est comment prendre en compte l'évolution des technologies adverses pour garantir qu'on passera, ne serait-ce que pour aller détruire des systèmes qui sont constitutifs de ce glacis, mais aussi pour garantir la pénétration de la dissuasion, s'il y a besoin d'employer la dissuasion aérienne. Merci, mon général. On va passer la balle dans la salle. Alors, je vous demanderai de vous présenter avant de poser votre question. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Je vois déjà des bras levés là au fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer le micro ou pas? Il n'y a personne? Bon, je vais le faire. Merci. Ça fonctionne, ouais. Ça marche? Oui. Bonjour, mon général. Patrice Huguenin du réseau ADER. Est-ce que l'évolution constatée actuelle des conflits ou prévisible des conflits, aussi bien sur Terre que dans les zones maritimes comme le Pacifique, est-ce que cette évolution telle qu'on la constate et telle qu'on peut la prévoir conduira à imaginer des nouveaux concepts de complémentarité entre l'arme aérienne, l'arme terrestre et l'arme maritime par rapport à ce que l'on connaît actuellement? Est-ce que les frontières vont changer de nature et est-ce qu'on pourra imaginer ou on sera conduit à imaginer d'autres formes de coopération? Merci pour la question. Moi, je voudrais simplement dire, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit il faudra qu'on travaille plus avec l'armée de terre, il faudra qu'on travaille plus avec la marine, il faudra qu'on travaille plus avec le cyber, il faudra qu'on travaille plus avec l'espace. Dans la définition des moyens du futur, c'est quelque chose que l'on prend en compte. Je veux dire, on parle énormément de ce que l'on appelle le multimilieu, multichamp en français. Ben, c'est la traduction de faire encore plus les uns avec les autres. Et il n'y a plus de frontières vraiment très strictes entre un milieu et un autre. Et donc, c'est bien travailler avec tout le monde. Et ça commence par échanger avec tout le monde. Ça commence par échanger avec tout le monde. Parce que j'ai parlé de l'interopérabilité avec des alliés. Il faut aussi qu'on la garantisse en interne. D'accord ? Et ça c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, évidemment, au quotidien, pour être plus efficace. L'exercice Orion, qui a eu lieu l'année dernière, avait vocation, quelque part, à essayer de trouver toutes les limites du modèle actuel et du fonctionnement actuel pour pouvoir utiliser les atouts des uns, les atouts des autres, de manière à pouvoir être plus efficace sur le terrain. Et aujourd'hui, si je dois aller détruire un système de défense solaire de nouvelles technologies, je n'ai pas dans mon arsenal les moyens aériens de pouvoir le détruire tel quel. Je m'appuierai sur des capacités que m'apporteront d'autres forces, à commencer par les forces spéciales. Mais évidemment, j'utiliserai le cyber aussi, évidemment. Et donc, il faut apprendre à utiliser l'ensemble du panel des capacités, y compris de l'armée de terre, de la marine, du cyber, de l'espace, etc.
Bonjour mon général, Rémi Letcher, Safran. Où en êtes-vous dans la réflexion de remplacement des Alpha Jet de la patrouille de France qui vont arriver maintenant en fin de vie? Alors la première question que je poserai, moi, je la poserai plutôt aux industriels. Donnez-moi la date de la fin de vie. Voilà. Parce que ça, c'est pas très clair non plus. On a un horizon de fin de vie, on a des études qui sont en cours pour voir si on ne peut pas pousser un peu la fin de vie de l'appareil. Donc il faut déjà qu'on ait ça pour pouvoir dire voilà réellement quel est l'horizon de la fin de vie de la Fagette. Si on accepte ça, aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait pour garantir une fin de vie au début des années 2030. C'est ça aujourd'hui l'objectif. 2032, je pense que ça sera raisonnable comme objectif. Mais évidemment, tout dépend du rythme d'utilisation de la flotte que nous avons. Aujourd'hui, la flotte, elle ne fait plus de formation de pilotes. Elle fait uniquement de l'activité de plastron, ce qu'on appelle du raider, et la patrouille de France. C'est globalement les deux missions principales de cette flotte résiduelle. Sur le raider, on a comme ambition de lancer un marché pour externaliser la partie basse du raider. Tout ce qui est plastronnage, etc., c'est en cours. Pour la patrouille de France, on a sanctuarisé le fonctionnement de la patrouille de France jusque 2032, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, dans cette perspective, aujourd'hui, je discute plutôt avec des partenaires étrangers pour voir s'ils ont des besoins analogues. Il se trouve qu'en Europe, on a un certain nombre de pays qui ont des besoins analogues aux nôtres dans des calendriers qui sont assez compatibles avec les nôtres. Voilà. Le premier des pays, c'est le Royaume-Uni, qui globalement, avec son HAWC, va avoir une problématique équivalente aux nôtres. Voilà. La question, c'est est-ce que, et je veux commencer par l'expression du besoin, c'est quoi le besoin qu'ils ont? C'est quoi notre besoin? Si on a un besoin qui se rapproche, on peut peut-être regarder ce que l'on peut faire ensemble. Avant de repasser la balle dans la salle, j'ai une question pour vous, en général. Elle concerne un sujet d'actualité récent. Le président de la République a annoncé la cession de Mirage 2000-5. Qu'est-ce que ça implique pour vous et pour l'armée de l'air et de l'espace? Alors oui, il y a eu une annonce de cession. Je rappelle que le nombre d'appareils n'a pas encore été officialisé. On parle de quelques unités pour ce qui concerne l'armée de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, il s'agira essentiellement pour moi de transposer quelques activités qui sont aujourd'hui réalisées par le Mirage 2000-5 sur la flotte Rafale. Concrètement, ça sera la traduction de typiquement un plot de PPS, de posture permanente de sûreté aérienne, qu'il faudra que je fasse prendre par la flotte Rafale. D'où l'importance pour moi du calendrier de livraison des Rafales de la loi de programmation militaire, voire son accélération si on voulait quelque part compenser la cession des Mirage 2000-5 qui seront cédés. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est une réarticulation du partage des missions entre la flotte Mirage 2000 et les Rafales, et par conséquent, se poser la question de c'est quoi le bon calendrier de livraison des Rafales pour compenser le plus rapidement possible la perte d'usage de ces quelques appareils. Deux petites questions connexes. Est-ce que la base de Luxeuil est menacée? Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avancer la livraison des Rafales justement pour remplacer les Mirage 2000-5 qui pourraient être cédés d'ici à la fin de l'année? Alors là c'est des questions éminemment politiques, évidemment. Je vous ai parlé de quelques exemplaires. Donc pour moi, Luxeuil n'est pas impacté dans son activité. Donc je ne vois pas de menace sur la plateforme de Luxeuil. Après, sur le calendrier de livraison, ça sera une décision politique, évidemment, qui viendra le moment venu. Mais en tout cas, moi, je suis favorable à ce que l'on compense, le nombre d'appareils qu'on me fera céder. Après, il y a aussi la faisabilité par Dassault de pouvoir délivrer des appareils dans des cadences qui seraient supérieures. Il est déjà très tendu en termes.
Mais je crois savoir qu'il y a quelques petites marges de manœuvre d'ici 2030. Merci, mon général. Il y avait une dernière question là, peut-être là. Mon général, François-Xavier Lustreau, Société Séchémique. Je reviens sur l'opération que vous avez conduite, l'opération exceptionnelle en Calédonie. Est-il envisageable pour des missions de territoire, qui sont sur le territoire national comme celle-ci, d'avoir recours à l'EATC pour soulager les forces? Et si oui, est-ce que ça a été fait? Alors, la manœuvre en elle-même a été conduite par l'EATC. Puisqu'en fait, le centre de commandement de nos appareils de transport sur des trajectoires comme ça, c'est l'EATC. D'accord ? Donc l'EATC a été mobilisé. Les moyens de l'EATC ont été indirectement mobilisés. Ils n'ont pas participé directement à la projection, mais en revanche, pour pouvoir faire la projection, on a dégrafé un certain nombre de missions par ailleurs. Des vols vers la Guyane, des vols, etc., qui étaient prévus et nécessaires pour le fonctionnement des armées. Ces missions-là ont été reprises par des appareils de l'EATC et des appareils étrangers. Donc on ne les a pas vus se poser là-bas, mais l'EATC a été pleinement impliqué dans la manœuvre. Merci, mon général, de votre présence, de ce débat riche et intense et constructif. Je vous demande de l'applaudir. Merci à vous. Merci à vous.